Bonjour, nous allons passer en revue assez très rapidement les différentes formes d'énergie, puis nous nous attarderons sur la conservation de l'énergie mécanique lors d'une chute, cas de la chute libre et lorsque la chute n'est pas libre, avec frottement. Les différentes formes d'énergie, on connaît celle associée à la température, l'énergie thermique, celle associée au passage du courant dans un circuit, l'énergie électrique, l'énergie développée lorsqu'il y a des modifications au niveau du noyau des atomes, donc des modifications des nucléons au sein des noyaux des atomes, l'énergie nucléaire, l'énergie développée lors de la modification du cortège électronique des atomes, autrement dit du nombre d'électrons qui gravitent autour des noyaux, ou au niveau de l'appariement de ces électrons. Dans ce cas-là, on parle d'énergie chimique. L'énergie portée par des ondes électromagnétiques, c'est ce qu'on appelle l'énergie rayonnante. Vous connaissez aussi l'énergie potentielle de pesanteur, donc énergie qui est liée à l'altitude et potentielle car susceptible d'être mise en œuvre en cas de chute, de pesanteur car elle est liée au poids du solide dont on étudie l'énergie. L'énergie potentielle de pesanteur peut se calculer grâce à la formule. Plus l'objet a une masse importante, plus son énergie est grande, plus l'altitude de chute est grande, pareil, l'énergie potentielle est d'autant plus grande. Voici les unités à appliquer lorsque l'on utilise la formule qui est ici. Puisqu'on parle d'altitude, il faut parler d'un axe pour pouvoir mesurer cette altitude. L'axe sera pris systématiquement vertical vers le haut. Il faut une origine à cet axe. L'origine est telle que pour z égale 0, l'énergie potentielle de pesanteur est considérée comme nulle. On connaît aussi l'énergie cinétique. L'énergie cinétique dépend directement de la vitesse du solide en mouvement et dépend également de sa masse. Pour les unités, l'énergie en joules, les masses en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. L'énergie mécanique, souvent mentionnée, n'est pas une nouvelle énergie, n'est pas un autre type d'énergie, c'est une énergie simplement qui groupe les deux ici, énergie cinétique et énergie potentielle de pesanteur. Elles sont souvent liées l'une à l'autre, donc on a pris l'habitude de les regrouper dans un terme, énergie mécanique. L'énergie mécanique, c'est la somme de ces deux-là, énergie potentielle de pesanteur et énergie cinétique. Étude d'une chute libre. Donc, voilà une image où on voit plusieurs personnes en chute libre. Alors, une chute libre, c'est lorsque la seule force qui s'exerce sur l'objet est son poids. On considère donc que les forces de frottement sont nulles. Donc, le système étudié est ici la personne A. Le référentiel d'étude, il est terrestre, supposé galiléen. On observe la chute depuis le sol terrestre. Le repère d'étude OXZ, Z vertical vers le haut. Et le bilan des forces, puisqu'on est en chute libre, il y a juste le poids. Quand on veut modéliser, regarder un petit peu une chute libre quand on est en labo, en TP, on aura plutôt tendance à étudier la chute d'une balle de tennis, par exemple, lâchée à une hauteur de 2 mètres. On la filme et on trouve sa chronophotographie. Autrement dit, l'ensemble des positions occupées par la balle au cours de son mouvement. À partir de cette chronophotographie, il est possible de déterminer les énergies cinétiques, potentielles et mécaniques du système en chute au cours du temps. On aboutit à ce genre de graphique. Donc, nous voyons ici l'énergie potentielle de pesanteur qui diminue. Effectivement, l'énergie potentielle de pesanteur, c'est m fois g fois z, puisque l'altitude diminue, l'énergie potentielle de pesanteur diminue. Là, nous avons l'énergie cinétique, elle augmente. Effectivement, quand on étudie la chronophotographie, les points sont de plus en plus espacés, ce qui signifie que la vitesse augmente, donc l'énergie cinétique augmente. Ces deux courbes ont la particularité d'être symétriques l'une par rapport à l'autre. Plus l'énergie potentielle diminue, l'énergie cinétique augmente. L'énergie cinétique augmente d'autant que l'énergie potentielle diminue. Elles sont toutes les deux symétriques par rapport à l'axe qui est là, si bien que la somme des deux, donc l'énergie mécanique, est constante. Nous avons ici une énergie mécanique
qui est constante, on dit qu'elle se conserve. L'énergie mécanique de la balle se conserve, ça c'est une phrase française que l'on peut traduire mathématiquement par plusieurs expressions différentes. La première, la plus simple, l'énergie mécanique est constante, égale une constante. Autre façon de le dire, puisqu'elle est constante, c'est qu'elle ne varie pas. Donc, la variation de l'énergie mécanique est nulle. Une autre façon encore de dire les choses, c'est de dire pour tout point A et B, quel que soit le point A que je choisis, quel que soit le point B que je choisis appartenant à la trajectoire de chute, pour tout point A et B, je suis certaine que les énergies mécaniques sont égales. Cette expression-là peut être modifiée dans sa présentation. Par exemple, l'énergie mécanique en A égale l'énergie mécanique en B. Cela signifie que la somme des énergies cinétiques et potentielles en A est égale à la somme des énergies cinétiques et potentielles en B. Cette expression-là peut encore être modifiée. Je regroupe les énergies potentielles d'un côté et cinétiques de l'autre. Potentielle, je la fais passer de l'autre côté, elle devient moins énergie potentielle en B. Et puis l'énergie cinétique en A, je la fais passer de l'autre côté, moins énergie cinétique en A. Cette expression peut évoluer sous cette forme-là. Donc, qu'est-ce qui a changé? Je vois ici énergie cinétique en B. Donc, le B, c'est un point qui est positionné dans le temps après A. Donc, quand on soustrait comme ça deux grandeurs, la première étant située plus tardivement que la première, au niveau des positions des points A et B, on parle ici de variation d'énergie cinétique. Donc là, on a la variation d'énergie cinétique, point d'après moins point d'avant, variation d'énergie cinétique. Ici, nous n'avons pas la variation d'énergie potentielle de pesanteur, puisque le point A se situe avant le point B. Donc, je peux faire évoluer mon expression de cette manière-là. À partir de là, deux façons de faire évoluer la ligne de calcul. Voici la première. Puisque là, je n'ai pas une variation d'énergie potentielle de pesanteur, je vais factoriser cette expression par -1. Donc, j'aboutis à ceci. Et du coup, maintenant, à l'intérieur des parenthèses, j'observe bien la variation d'énergie potentielle. J'aboutis à cette formule. La variation de l'énergie cinétique est égale à l'opposé de la variation de l'énergie potentielle. C'est ce qu'on a vu dans les cours tout à l'heure. L'énergie cinétique varie à l'opposé de l'énergie potentielle de pesanteur. Deuxième façon de faire évoluer cette ligne de calcul. Donc là, j'ai simplement retourné l'expression. Donc à partir de là, j'exprime les énergies potentielles de pesanteur. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est égal à m fois g fois l'altitude. Donc mgza moins mgzb. Je peux factoriser par mg. Variation de l'énergie cinétique égale mg fois za moins zb. Ce qui aboutit à variation de l'énergie cinétique égale le travail pour aller de A à B du poids P. Voilà deux autres façons d'exprimer le fait que l'énergie mécanique se conserve. Donc, aux trois expressions ici, je peux éventuellement rajouter ces deux-là. Nous avons 5 façons de dire la même chose. Qu'en est-il maintenant d'une chute non libre? Donc voici l'image d'une chute non libre. Le poids n'est plus la seule force qui s'exerce sur le système. Donc le système est toujours la personne A en chute. Le référentiel terrestre supposé galiléen. Le repère OXZ avec Z vertical vers le haut. Et cette fois-ci, le bilan des forces, le poids et les forces de frottement. Ceci est souvent étudié en TP. On regarde plutôt la chronophotographie d'une bille qui est lâchée dans un liquide visqueux. À partir de la chronophotographie, on peut déterminer les énergies cinétiques potentielles de pesanteur et mécanique et on aboutit à ce genre de graphique. Nous voyons ici l'énergie potentielle de pesanteur qui diminue au cours du temps, l'énergie cinétique qui augmente puis se stabilise, mais en tous les cas qui n'augmente pas autant que l'énergie potentielle de pesanteur diminue, si bien que l'énergie mécanique qui est la somme des deux voit sa valeur diminuer au cours du temps. On ne peut donc plus dire que l'énergie mécanique se conserve. Juste pour information, il n'y a pas d'énergie complètement perdue.
Si elle ne se conserve pas, cette énergie mécanique, c'est qu'elle a été transformée en une autre, laquelle en énergie thermique, qui, elle, augmente au cours de la chute, l'énergie thermique étant due au frottement sur l'air. Si on avait pu mesurer cette énergie thermique qui augmente et si on l'avait ajoutée à l'énergie mécanique, on aurait trouvé une énergie totale constante. Conclusion, lorsque la seule force qui s'exerce sur un système est le poids, le système est donc en chute libre par définition, l'énergie mécanique se conserve. Autre façon de le dire, on dit aussi que le poids est une force conservative. Lorsqu'une chute s'effectue avec frottement, l'énergie mécanique ne se conserve pas, mais l'énergie totale, elle, oui. L'énergie totale étant l'énergie mécanique plus l'énergie thermique. Ces deux phrases françaises peuvent être écrites de façon mathématique. Pour la première, voici une, deux, trois, quatre façons de le dire. Et là, pour l'autre, la variation de l'énergie mécanique plus l'énergie thermique est une constante. Cette expression-là sera très très peu utilisée au niveau lycée. On travaillera beaucoup au niveau lycée sur des chutes libres. Comment appliquer donc la conservation de l'énergie mécanique? Première chose, vous présentez votre système, le référentiel d'étude que vous supposerez galiléen, votre repère, attention à l'axe vertical dirigé vers le haut, et vous n'oubliez pas de faire un schéma. Vous continuez, vous regardez un petit peu toutes les forces qui s'exercent sur le mobile et vous espérez tomber sur une chute libre pour pouvoir appliquer la conservation de l'énergie mécanique. Donc une seule force, le poids. Vous repérez ensuite et vous nommez deux points de la trajectoire. Ces points seront appelés généralement A et B. Le point A, qui est l'endroit de la trajectoire dont on connaîtra parfaitement la vitesse de passage et aussi l'altitude. Donc on étudie l'énoncé et on regarde si l'énoncé ne nous donnerait pas par hasard une information sur un point en donnant à la fois sa vitesse et son altitude. Ensuite, je regarde un petit peu la question qui m'est posée et je place mon point B à l'endroit qui correspond à la grandeur recherchée. Voilà. Une fois que c'est fait, j'indique, puisque je suis en chute libre, l'énergie mécanique se conserve. Donc, j'indique que l'énergie mécanique au point A est égale à celle au point B. Je fais évoluer mon expression de la manière suivante. Dans un premier temps, en remplaçant les énergies mécaniques par la somme des énergies cinétiques et potentielles pour les points A et B. Je continue l'évolution en exprimant l'énergie cinétique par 1/2 de mVA carré pour A et B. Et j'exprime l'énergie potentielle de pesanteur par mgz pour A et pour B. Je remarque que dans cette expression-là, la masse fait partie de tous les termes de l'expression. Elle peut donc se simplifier. Autrement dit, attention, dans un énoncé, si on ne vous donne pas la masse du système, ce n'est pas bien grave, puisque quand on utilise la conservation de l'énergie mécanique, la masse se simplifie. Et ensuite, je regarde un peu plus près la question posée et j'isole la grandeur qu'on me demande de rechercher. Autrement dit, soit la vitesse, soit l'altitude du point B. Donc voilà, la vidéo est terminée. Un dernier petit rappel toutefois, pour bien assimiler, mémoriser sur le long terme, pour que ce qui est compris devienne un acquis, il faut voir, il faut revoir, il faut faire, il faut refaire. Donc n'hésitez pas à vous jeter sur les exercices.